Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce soir, la galère des populations de Yopougon suite à la rupture de la fourniture en eau potable dans la commune. Une situation intenable causée par une conduite d'eau endommagée. Des travaux sont en cours pour rétablir l'eau dans les robinets. En attendant, des camions-citernes volent au secours des riverains. Nous irons sur les lieux dans ce journal. Suspendues en raison de Covid-19, les liaisons directes entre Abidjan et New York sont à nouveau ouvertes. Le premier vol commercial direct entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique a décollé ce lundi avec à son bord 200 passagers, tous soulagés de ne plus faire d'escale dans un autre pays. Et puis à l'étranger, le président turc Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 2 décennies, est arrivé en tête du second tour de l'élection présidentielle. Selon les premières estimations disponibles, il obtiendrait environ 52% des voix contre son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu. C'est une semaine bien difficile que vivent les habitants de Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Les robinets sont secs depuis quelques jours en raison de la rupture de la fourniture en eau potable dans la commune. Il y a quelques jours, la rupture d'une conduite d'eau, une sorte de tuyau géant, a cédé sous la pression de la pluie. Dès le lendemain, la SODECI a entrepris des travaux pour réparer les dégâts. Préoccupées par la situation, les autorités compétentes se sont rendues ce lundi sur les lieux afin de constater l'état d'avancement des travaux. On fait le point avec Nadia Edja et Mathurin Badé. Voici la cause du manque d'eau dans les robinets dans la commune de Yopougon depuis environ 4 jours. Cette conduite de 800 mm de diamètre, une sorte de gros tuyau où passe environ 30 000 m3 d'eau par jour, soit près d'un tiers de la demande en eau potable de Yopougon, a cédé sous la pression des eaux pluviales et de l'érosion. Les eaux de ruissellement venant donc d'Abobo en très grande quantité avec les intempéries ont fait rompre une canalisation qui est dans le lit de la rivière. Et donc nous avons des conditions de travail très difficiles parce qu'il faut d'abord isoler toute cette zone-là avant que les équipes puissent intervenir. C'est ce à quoi ils s'attellent donc depuis 3 jours. Sur le terrain, les techniciens de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire travaillent d'arrache-pied afin d'assurer au plus vite le retour de l'eau dans les robinets. Dans les prochaines 48 à 72 heures, je pense qu'elles auront fini. Peut-être un peu une autre journée pour faire des réglages, faire du rinçage des tuyauteries. Et puis la situation va revenir à la normale, situation avant l'incident. Nous sommes venus donner l'assurance à la population de Yopougon que le gouvernement se tient à leurs côtés. Mais dans l'attente que cet incident soit réparé, le ministère et l'ONEP mettent tout en œuvre, au moins en termes de décès d'eau, pour ne pas que ces populations manquent d'eau. Cet incident vient accroître les difficultés que rencontrent les populations de Yopougon depuis plusieurs années pour s'approvisionner en eau potable. Selon le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, des travaux sont en cours pour régler définitivement le problème. Bien qu'informées de la cause principale de la pénurie d'eau potable, les populations s'impatientent naturellement. Difficile de faire sa toilette, faire la cuisine ou tout autre besoin. En attendant la fin du calvaire annoncé pour bientôt, tous les espoirs du moment reposent sur les camions-citernes déployés par l'Office national de l'eau potable, ONEP, comme nous le montrent Nadia Edja, Mathurin Badé et Mardoché Kwasi. Yopougon, quartier à Kedjouba, non loin du terminus 42. L'arrivée de ce camion-citerne transportant de l'eau potable est salutaire pour les riverains. Après plus de 2 heures d'attente pour certains, difficile de ne pas céder à l'envie pressante d'obtenir de l'eau. Quelquefois, il faut jouer des coudes. Moi-même, m'a pas servi, c'est dans gris-gris, même moi-même, il y a eu ça. C'est dans les tirer tuyaux là qu'il y a eu petit dans ma bassine là. Depuis là, on ne m'a pas encore servi. Depuis 2 heures. Là, ça ne peut rien faire. Il y a beaucoup d'enfants à la maison. Depuis vendredi dernier, une conduite d'eau rompue suite aux fortes pluies et à l'érosion a privé ces populations d'eau potable. Un calvaire difficilement supportable malgré le renforcement de la desserte pour soulager les populations. C'est suite à notre appel auprès de ce service que nous avons commencé à être satisfaits depuis ce matin. Nous avons été visités une première fois. Le passage est encore nouveau.
ne fait que nous satisfaire. Du côté des agents en charge de la distribution de l'eau, la tâche n'est pas aisée. Le manque de discipline des populations, impatientes d'acquérir ce liquide précieux, et les bousculades ont pour conséquence de ralentir l'opération de desserte. Je suis à mon 4e tour depuis le matin. Moi, c'est pas facile. Parce que la population, quand tu l'as dit de mettre en rang pour prendre, qui va être le premier, qui va être la dernière personne. Donc tout ça, ça nous cause des problèmes. Quand il y a un cafouillage comme ça, on a du mal à vider le camion et puis aller rapidement prendre un autre chargement. Selon le communiqué produit par la SODECI, une quinzaine de quartiers environ sont impactés par cette situation. La durée des travaux pour le rétablissement de l'eau dans les robinets des zones impactées est de 6 jours. En attendant, le programme de desserte se poursuit et a été renforcé pour une meilleure satisfaction des populations. D'un côté, on met tout en œuvre pour la fourniture abondante d'eau potable. D'un autre, on veut prévenir contre les dégâts causés par la trop grande abondance des eaux pluvieuses. L'eau peut être source de bonheur ou de malheur selon les circonstances. L'autre préoccupation du gouvernement ivoirien en ce moment, c'est bien sûr la saison des pluies et les inondations qu'elle entraîne pour prévenir toute catastrophe naturelle et éviter le pire pendant la grande saison des pluies qui s'ouvre dès début juin. L'opération Zéro Victime suit son cours. Ce lundi, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a fait le tour de plusieurs communes d'Abidjan pour s'assurer du bon déroulement de l'opération qui ne bénéficie pas toujours de l'assentiment des populations, faut-il le préciser. On retrouve Nadia Edja et Mathurin Badé. La réaction de ces femmes, vivant dans les environs du terminus 81, à Angré, traduit l'état d'esprit général des populations suite à la démolition de leurs habitations. Consternées, elles assistent impuissantes au spectacle qui se déroule sous leurs yeux. Leur seule expression, la colère et l'incompréhension. Chaque jour, on est ici, ça fait combien d'années? Il n'y a jamais de passé. On est ici, il n'y a jamais de mort. Il n'y a jamais de mort. On est là, on va pas bouger. Pourtant, bien que triste, cette action de déguerpissement entreprise par le gouvernement dans le cadre de l'opération Zéro Victime en saison des pluies est avant tout pour sauver des vies. Une cause non négociable pour le ministre de tutelle. Ce n'est pas des zones habitables, c'est ce que je dis toujours. Aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est de préserver des vies humaines. Ces personnes savent qu'elles ne doivent pas habiter dans ces endroits. Des mises en demeure ont été servies. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de préserver les vies. Qu'elles soient en vie, si chacun fait ce qu'il a à faire, si les gens écoutent les conseils qu'on donne, si les gens, les sensibilisations que nous faisons portent, on peut effectivement traverser la saison des pluies sans qu'il y ait de pertes en vies humaines. Sillonnant les communes de Bingerville, Cocody, Angré, Abobo et Yopougon, le ministre s'est assuré du bon déroulement de l'opération de prévention des inondations qui consiste, outre le déguerpissement, au curage des canalisations d'eau pluviale. On s'est assuré que les zones à risque qui ont été déguerpies l'an dernier n'ont pas été recolonisées. Ce travail a commencé depuis des semaines. Curage des caniveaux, curage de toutes les canalisations, déguerpissement des populations dans les zones à risque. Donc aujourd'hui, je passe pour m'assurer que ces travaux qui ont été lancés se réalisent effectivement. La première étape de cette opération a concerné les communes du plateau, d'Adjamé et Atekoubé. La cartographie des zones à risque est établie par des équipes spécialisées, notamment les services techniques des mairies, tels que l'Office national de protection civile. Ils avaient été suspendus en raison du Covid-19 et passé la crise sanitaire, l'heure est à la reprise. Les liaisons directes entre Abidjan et New York sont à nouveau ouvertes. Le premier vol commercial direct entre Abidjan et New York a décollé ce lundi avec à son bord 200 passagers, tous soulagés de ne plus faire d'escale dans un autre pays. Même satisfait du côté des autorités ivoiriennes et américaines qui y voient le signe de la relance de la coopération entre les deux pays partenaires. Thiemé Dandje, Joseph Zécré. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Sur le tarmac pour le premier bain avant les airs, le Boeing 787 de la compagnie éthiopienne. En face, autorités politiques et diplomatiques des pays engagés dans la reprise de la liaison aérienne directe entre Abidjan, capitale économique ivoirienne, et New York, aux États-Unis d'Amérique. En arrière-plan, dans le hall d'embarquement, des passagers du vol direct inaugural
de la desserte Abidjan-New York. Là encore, les mines affichent le satisfecit. Je suis contente d'aller en direct. Ça facilite la tâche pour nous tous. Je n'ai pas besoin de faire escale quelque part, je vais directement. C'est bon. Ça nous fait gagner temps. Parce que vous savez, dans certains aéroports, c'est vraiment rempli. Puis s'il y avait du monde, c'est facile de rater son vol, tout ça. Mais arriver ici aujourd'hui, voir que tout va dans de bonnes conditions, tranquille, donc ça va. Avant le vol inaugural, ils sont les hôtes de la compagnie aérienne panafricaine dans son hall d'attente. Occasion pour le ministre ivoirien des Transports et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire de situer contexte et attente. Repositionnement diplomatique, parce qu'on était isolés. Repositionnement économique donc, de notre pays. Et dans cette perspective, il était important que notre pays soit relié à tous les continents et que également Abidjan puisse constituer un hub majeur dans ce qui est aujourd'hui une réalité. C'est un triomphe aussi pour l'intégration régionale parce que c'est Abidjan, New York, mais aussi c'est toute la sous-région jusqu'à New York. Ça ouvre les liens économiques, les liens familiaux, parce que je vois aujourd'hui un commencement de beaucoup plus de contacts. Cette desserte ouvre directement le ciel Abidjan-New York à 2 opérateurs, l'une panafricaine et l'autre nationale. Dans le cadre de notre vision panafricaniste, c'est une façon aussi d'aider nos compagnies sœurs qui est donc Air Côte d'Ivoire. Et donc c'est un peu ce qui justifie globalement notre politique à ce niveau-là, qui justifie que ce sont les avantages que nous pouvons tirer en le faisant en tant que compagnie quand même majeure en Afrique ici. Pour rappel, la liaison aérienne directe Abidjan-New York, ouverte en mai 2018, a été suspendue en 2020 pour raison de Covid-19. L'actualité ce soir, c'est aussi cet autre heureux coup de filet de la police criminelle. Cette unité spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé vient de mettre le grappin sur 5 membres d'un gang auteur de plusieurs braquages dans la ville de Toumoudi, c'est dans le centre du pays. Lors de leur dernier forfait qui a foiré grâce à la promptitude des flics, les braqueurs ont fait un mort et plusieurs blessés parmi les populations lors d'échanges de tirs pour couvrir leur fuite. Mais tous finiront par être accueillis et vont répondre, outre le vol à main armée, aux faits de meurtre devant la justice. Le témoignage de Thiemé Dandje et Tanguy Conan. Abidjan Plateau, siège de la police criminelle. Au violent, 5 braqueurs, tous membres d'un gang, auteurs de plusieurs forfaits à Toumoudi, à 199 km de la capitale économique, Abidjan, cueillis par ces hommes de l'unité spécialisée de la police en charge de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. Parmi eux, 7 interpellés, pris à Abangourou, sur la route de sa fuite à destination du Ghana, après qu'il ait ouvert le feu sur un policier, au corridor sorti de Toumoudi, et emporté son arme de service. Moi, et puis là, maintenant, monter à moto là, c'est policier là, c'est maman l'a tiré. Non, moi-même, il n'y a pas besoin d'attirer lui, il dit, il n'y a qu'à vailler âme là. Il dit, lui, il n'a pas âme, lui, il a couru et prend un sac là. Moi-même, c'est qu'il n'y a pas tiré vite, lui-même, il a me tué. À cause de ça, il dit, il a tiré à son pied, et puis ça, maintenant, il est parti. Dans la cité de Lagouti, dans la région du Bélier, le gang est impliqué dans 2 autres braquages. Des faits, vite reconnus par ses mises en cause. Parti 3 fois. Première fois là, on a parti, c'est pas marché. On a retourné. Donc au deuxième tour là, on dit on fait, il n'y a pas de transport, on fait djabou. À côté de, c'est ça, on a pris l'argent de la femme là, 10 millions. Troisième là, c'est ça, c'est gâté là. Et ça, c'est tout maudit là. Le dernier coup est l'œuvre de cet interpellé de son activité de boutiquier de fortune. Il était plutôt indique et guette alerte du gang. C'est lui, en effet, qui avait alerté ses acolytes du dépôt d'une forte somme par un opérateur économique. Suite à cette information, le gang se déportait sur les lieux pour le forfait. Moi, il n'a pas braqué. Moi, c'est pour montrer s'il sort seulement, il monte. Il n'a pas braqué. Il m'a appelé, est-ce qu'il y a un mouvement là-bas? J'ai dit, il y en a quelqu'un qui sort à l'argent. J'ai dit seulement. Voilà, c'est jeudi là, on attend, là, c'était gâté là. Ce dernier coup, finalement avorté, est le fruit de la promptitude des hommes du général Youssouf Kouyaté, lesquels retrouvent au domicile de ce mis en cause à Ndoussi un baffle qui se trouvait être plutôt une cache d'armes. Tous, mis aux arrêts, ils vont répondre devant la justice des faits de vol à main armée et meurtre. Il convient de saluer la bonne collaboration entre les éléments de la police criminelle, de la brigade anticriminalité de Yamoussoukro et du commissariat de Toumoudi, qui a permis de retrouver les auteurs du braquage foiré au cours duquel les auteurs ont fait un mort et plusieurs blessés
parmi les habitants lors des tirs pour couvrir leur fuite. Un détour en milieu agricole et on s'intéresse ce soir à la campagne de l'anacarde qui tire à sa fin. Malgré le non-respect du prix plancher, les producteurs peinent à écouler la totalité de leur production. Le constat dans la région du Hambol, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, où les producteurs, en cette fin de campagne, appellent à l'aide. Un sujet de Pierre-Di Pomelin et Tanguy Conan. 315 francs CFA, c'est le prix Borchamp plancher obligatoire du kilogramme de noix de cajou pour la campagne 2023. Si dans le Hambol, les acheteurs ont respecté cette mesure du gouvernement, cela n'a duré que quelques semaines du début de la campagne. Après, plus rien. Les acheteurs se faisant de plus en plus rares, des particuliers proposent des prix dérisoires pour débarrasser les producteurs de leur stock de plus en plus encombrant. Ici, à Loubonou, un village à quelques 21 km de Katiola, Pindotien, depuis 3 mois, attend des acheteurs qui n'arrivent pas. Les conditions de stockage n'étant pas adéquates, il est obligé de sortir régulièrement sa production au soleil. Dès que ça a démarré, un mois plus, bon, il n'y a plus d'acheteurs. Celui qui vient propose son prix, un 200, un 175, on voit même 150. 150 francs le kilogramme, largement en deçà du prix plancher. C'est ce qui est aussi proposé à Quignellement-Laurent, dans ce campement voisin, où les paysans tiennent encore plus de 20 tonnes en stock. Ce qui est stocké dans ce campement avoisine les 20 tonnes. Nous attendons les acheteurs. Ceux qui arrivent parlent de 150 francs, 125. Nous, on n'est pas intéressés. En ce moment, nous avons des problèmes de conservation. Si on a un acheteur correct qui nous propose le prix plancher, nous allons libérer le produit. En cette période de pluie, la conservation des produits est aussi un problème pour les paysans. Vendre aux petits acheteurs qui proposent des petits prix ou perdre toute sa récolte, c'est l'équation urgente à résoudre. Si on avait souhaité qu'ils pourraient nous trouver des aides pour ramasser ces produits, sinon à la longue, on ne sait pas de quoi on va faire avec l'anacarde. Présentement, on n'a pas l'argent pour entretenir les champs. Ça veut dire que l'année prochaine, les champs vont rester en brousse. La situation n'est pas plus réluisante pour les pisteurs. Cette année-là, vraiment, ça n'a pas trop marché pour nous passer. Quand on achète un anacarde comme ça, on a du mal même à revendre encore. Direction Katiola. Ici, Aboubacar supervise le triage pour obtenir un produit irréprochable, comme exigé à la revente. Puisque les planteurs refusent de sécher, trier dans leurs champs là-bas. Donc nous, on est obligé de refaire ça au magasin ici. On va de faire le chargement et puis envoyer à Abidjan. Malgré le tri, il éprouve tout de même des difficultés du fait de la fluctuation des prix. Cette année, il n'y a pas trop d'acheteurs. Pas trop d'acheteurs par manque de financement. Nous sommes des particuliers. On achète des fonds propres actuellement, un chargement, on va à la revente. À la revente, encore même, il y a problème. C'est là fait cher ici. D'ici la remorque même va arriver à Abidjan. Ils ont déjà baissé les prix encore. Cette année, ils ont produit là-bas. Il y a plein de produits. Ce n'est pas encore acheté. Il y a plein d'anacardes cette année-là. La noix de cajou rassure de moins en moins de paysans dans la région du Hambol, une zone de grande production de cet or gris. La mévente de leur principale source de revenus n'est pas sans conséquences. Les producteurs redoutent l'entretien des champs, mais surtout la prochaine rentrée scolaire, si rien n'est fait, à prix raisonnable, pour l'achat des derniers produits. Dans l'actualité à l'étranger, des images de Bola Ahmed Tinubu qui a prêté serment ce lundi à Abuja pour devenir officiellement le nouveau président du Nigeria. Âgé de 71 ans, le nouveau dirigeant originaire du sud-ouest du pays succède ainsi à Muhammadu Buhari, du même parti que lui. 3 mois après la présidentielle du 25 février, Bola Tinubu a été investi en présence de nombreux chefs d'État africains, comme vous le voyez sur ces images, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Dans son discours en tant que président de la République fédérale du Nigeria, il a promis d'unifier la nation la plus peuplée d'Afrique et de faire de la lutte contre l'insécurité une priorité absolue. Toujours à l'étranger, le président turc Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 2 décennies, est arrivé en tête du second tour de l'élection présidentielle. Selon les premières estimations disponibles, il obtiendrait environ 52% des voix contre son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu. Les précisions d'Issa Koné. C'est officiel, Recep Tayyip Erdogan a été réélu. Au soir du second tour de l'élection présidentielle ce dimanche en Turquie, le président sortant turc a été réélu à la tête du pays face à son adversaire, Kemal Kılıçdaroğlu. Les premiers résultats selon la commission électorale turque, sur plus de 99,85% des bulletins, le président du Parti de la Justice et du Développement,
a obtenu 52,2% des voix contre 47,84% pour le candidat social-démocrate. Félicité de toutes parts à l'étranger, l'homme fort d'Ankara de retour dans la capitale a été célébré par ses partisans. Une victoire saluée par de nombreux dirigeants et organisations internationales. Le secrétaire général de l'ONU, par le biais de son porte-parole, Stéphane Dujarric, l'a félicité et s'est réjoui à l'idée de renforcer encore la coopération entre la Turquie et les Nations Unies. Pour le président russe, qui a récemment collaboré étroitement avec son homologue turc, la victoire de Erdogan était le résultat logique de son travail dévoué à la tête du pays et une preuve évidente du soutien de la population à sa politique. La réélection du président de AKP depuis ce dimanche soir a suscité un désarroi dans une grande partie de la population turque. Comme tous les lundis, retrouvez Focus Fait divers après ce journal qui s'intéresse ce soir à la société Sievet, spécialisée dans le domaine du VTC, qui doit plus d'1 milliard de francs CFA à ses 381 souscripteurs qui ont investi pour le paiement de taxis-compteurs ou de minibus. Alors que le dossier traîne au tribunal du commerce, l'entreprise Sievet est fermée et son nouveau directeur général est à la tête d'une autre entreprise qui exerce dans le même domaine. La société Sievet a-t-elle grugé ses souscripteurs et changé les dénominations en devenant Sotoc pour échapper à la justice ivoirienne? Quelques pistes de réponse dans le numéro de Focus Fait divers que vous allez suivre dans un instant après ce journal. Après Focus Fait divers NCI Sport, plusieurs sujets alléchants dont la désillusion de l'Africa Sport National à l'occasion de la 25e journée de la poule B du championnat de Ligue 2 de Côte d'Ivoire. L'Africa Sport d'Abidjan a été battu, faut-il le rappeler, mardi par Agir FC de Guibérois, 3-2 dans un stade Champro plein à craquer et acquis à la cause des Verts et Rouges. Les hommes de Guibérois n'ont pas tremblé, pourtant, ouvrant même le score à la 2e minute du match. Un document inédit dans les coulisses de cette défaite retentissante à suivre dans NCI Sport. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Demain, 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi.